ces sites proposent à des mineurs, potentiellement, de regarder du contenu adulte. C'est marrant parce que ça ne ressemble pas du tout à une entreprise pour adultes. Non, nous pourrions être une banque. Ovidie vous dévoile le côté obscur du business du X. Est-ce que les pratiques aussi ont changé? Oh oui, c'est devenu plus brutal. Les gens sont devenus fous, bien plus fous qu'avant. On s'aperçoit que cette mutation du porno, elle est considérable et qu'elle a des impacts aussi en bout de chaîne, comme vous dites, auprès des actrices. Ça a considérablement modifié les conditions de travail sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez, vous, vu, qui a beaucoup changé par rapport à ce que vous avez vu, vous, il y a une dizaine d'années, ce que vous avez vécu en tant que réalisatrice? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? En fait, ce sont un peu les Monsanto du porno. C'est-à-dire qu'en général, les premières personnes à morfler sont les travailleurs en bout de chaîne et a fortiori les femmes. Donc là, ce sont les actrices qui prennent plein pot, on va dire. Leurs revenus ont chuté de moitié, grosso modo. Mais surtout, on ne leur demande plus du tout de faire la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur propose des pratiques et, je dirais, on a atteint un stade de violence inouï. C'est-à-dire que... on leur propose des choses que jamais aucun producteur n'aurait osé leur proposer il y a encore 10 ans. Il y a eu une gradation dans la violence. C'est aller de la petite fessée à la gifle, à la tarte, au coup. C'est-à-dire, c'est aller crescendo dans la violence, c'est aller crescendo dans, je dirais, l'intensité aussi de ce qu'il aurait demandé physiquement, en termes de dilatation, soyons clairs. Et puis aussi, en termes sanitaires, il y a eu... La paupérisation de ce secteur a fait que beaucoup de personnes ont peur désormais de passer à côté de contrats, parce que les contrats se sont raréfiés. Oui. Donc pour ne pas passer à côté d'un contrat, certaines personnes ont falsifié des tests. C'est ce qui a été à l'origine, par exemple en 2012, de l'épidémie de syphilis. Très grande épidémie de syphilis qui a touché plusieurs centaines de personnes. Ce n'était pas une petite épidémie, plusieurs centaines de personnes. Oui, en Europe et aux États-Unis. En Europe et aux États-Unis. Et ce qui était assez drôle, c'est que justement, cette même année, aux États-Unis, en Californie, ils avaient voulu faire passer une loi sur le préservatif obligatoire. Oui. Et la compagnie qui a financé la contre-campagne, finalement, pour ne pas imposer le préservatif, c'est justement une des multinationales qui détient tous ces tubes. Les témoins que vous avez rencontrés, que ce soit les réalisateurs, que ce soit les agences qui fournissent les modèles, que ce soit les comédiennes ou comédiens sur le terrain, affirment effectivement, comme vous le dites, que les pratiques ont changé, qu'elles sont de plus en plus violentes et brutales. Comment vous l'expliquez? Pour quelles raisons les pratiques se sont-elles intensifiées dans la violence, la brutalité, la soumission? On voit des très jeunes femmes qu'on envoie au front, dont vous parlez comme de la chair à canon. Quelle est la raison de cette évolution-là, précisément? De la chair à canon qui n'a même plus de nom, en fin de compte, parce qu'avant, il y avait... Ce sont juste des tags. Ce sont juste des tags. Elles ne sont même plus répertoriées par nom. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un dans la rue, citez-moi le nom d'une star du X, il va vous citer une star du X qui ne sera plus en activité depuis 10 ou 15 ans, mais il ne sera plus... la plupart des gens... donner le prénom d'une jeune fille aujourd'hui, qui ne pourra tourner d'ailleurs qu'un ou deux films maximum, parce qu'elle aurait été tellement abîmée sur les tournages, que, pour certaines d'entre elles, en tout cas, dans les abus... Il y en a qui ont la résistance quand même, qui arrivent à rester là quand même quelques années, mais elles ne sont pas starifiées, elles sont starifiées, starisées, je ne sais plus, elles sont plus médiatisées, en tout cas, comme elles avaient pu l'être. Mais comment vous expliquez cette évolution dans les pratiques? Alors, Est-ce que c'est les plateformes, les productions d'aujourd'hui qui l'imposent au fur et à mesure du temps, ou ce sont les consommateurs qui sont demandeurs? Les deux, en fait. Tout a escaladé extrêmement vite. En fait, les producteurs ont paniqué. C'est-à-dire, ils se sont dit, le porno à la papa-maman, il y en a déjà plein les tubes, on va faire du contenu de niche. Donc, on va proposer du contenu un petit peu plus intense dans les pratiques. Donc, ils ont fait ça. Mais le problème, pour être clair, on va dire, par exemple, ils se sont dit, des doubles pénétrations, il y en a déjà sur les tubes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire des doubles anales. Sauf que, non, au bout d'un moment, les doubles anales aussi se sont retrouvés sur les tubes. Donc ils vont dire, les consommateurs ne vont plus acheter double anal puisqu'on en trouve gratuitement. Faisons des triples. Tiens, maintenant des triples, il y en a. Faisons des quadruples. Et là, on en est au stade de la quadruple. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Est-ce que ça ira jusqu'à la mort? Est-ce que ça ira jusqu'à ce qu'il y en ait une qui fasse... Je ne sais pas. Mais en tout cas, jusqu'au viol, ça oui, puisqu'il y a de plus en plus de témoignages qui vont dans ce sens-là. Mais on se demande vraiment jusqu'où ça peut aller. Mais ça a été plus un mouvement de panique de la part des producteurs qui se sont dit, mais mon Dieu, on est en train de faire, on va mettre la clé sous la porte, produisons du contenu différenciant, comme on dit dans ce jargon. Je vous parle de cette violence et des consommateurs parce que vous n'en parlez pas des consommateurs. Pourtant, ils ont une grande part de responsabilité dans cette évolution.
Je suis du pas... porno? Je ne suis pas sûre qu'on puisse responsabiliser les consommateurs. En fait, je pense que même quand on leur présente des images horribles et qu'on leur démontre par A plus B que c'est quand même pas Jojo, je ne suis pas sûre que le consommateur, ce soit au consommateur de se responsabiliser, de dire ah bah non, finalement je vais consommer éthique. Enfin, je veux dire, on le voit bien, je sais pas, pour l'industrie de la viande, par exemple, on va leur montrer des images d'abattoirs, bon bah ils vont dire ah, c'est pas bien, puis ils vont quand même continuer à consommer normalement. Donc je ne crois pas trop à ce sursaut-là. Et en plus, dès que ça touche à la sexualité, c'est quand même quelque chose d'extrêmement tabou. Et puis c'est l'anonymat aussi, les tubes. Il n'y a vraiment pas de traces, ou presque pas, en tout cas en apparence, puisqu'ils collectent les datas. Mais bon, en apparence, il n'y a presque pas de traces. Donc, finalement, qui va savoir qu'ils sont en train de regarder des vidéos où la fille se prend des gifles? Il n'y a plus de culpabilité. C'est pas comme avant où on allait acheter sa VHS ou son DVD et il fallait affronter le regard, genre bonjour, je vais prendre viol numéro 33. C'est pas exactement Vous pensez la que même ça dit chose. quand même quelque chose sur notre société? Bah, en tout cas, ça dit quelque chose sur le rapport au travail, au niveau de l'ubérisation du travail. Oui. Ça dit quelque chose sur notre rapport à la sexualité et justement au côté tabou. Parce que si la sexualité était moins tabou, si le porno était un secteur qui était pris un petit peu plus au sérieux, on n'en arriverait pas là, je pense. Je pense que ça ferait un moment qu'on aurait réglementé. Ça ferait un moment... Enfin, là, on est dans une situation qui est juste improbable. Je veux dire, les gamins, ils ont accès au porno. J'allais y venir. Une autre dérive que vous mettez en avant dans ces documentaires, dans cette enquête, c'est l'accessibilité aux mineurs. N'importe qui, n'importe quel gamin peut accéder à des contenus ultra violents, pornographiques, sans que personne s'en émeuve. Les plateformes existent. Que fait la loi? Que fait la France par rapport à ça? Ce qui est fou, c'est qu'en France, c'est quand même illégal. Hein. Oui. En France, on a quand même une réglementation qui est assez stricte sur la diffusion des programmes dits de catégorie 5, donc les programmes pour adultes. On le voit que pour être diffusé à la télé, il faut respecter, il y a le double cryptage, il faut passer après minuit. Et puis, on peut pas passer n'importe quelle pratique. Par exemple, sur Canal+, on n'a pas le droit de diffuser des images de faux viols, de mise en scène de non-consentement, de référence, je sais pas, à la pédophilie, à l'inceste, etc. Il y a quand même des règles assez strictes. Là, on a l'impression que... On comprend pas. Je pense que les personnes qui nous dirigent, qui ont le pouvoir de légiférer, déjà à la base, comprennent pas grand-chose au numérique, mais comprennent encore moins au porno. Et donc, du coup, on est dans cette espèce de grand flou, ils osent pas trop s'attaquer à ça, ils se disent, mon Dieu, si on commence à légiférer autour de la pornographie en ligne, on va paraître liberticide. Est-ce qu'ils auraient les moyens de le puritain faire sur le plan national, puisque tout est géré? C'est hyper facile, hein. Il suffit de décrocher son téléphone, d'appeler les fournisseurs d'accès, Free, Orange, SFR, dire « Bonjour, on a 10 sites à bloquer, est-ce que vous pouvez les bloquer ?» Ça serait aussi simple que ça? Bah, en 5 minutes, c'est fait. Mais je pense que... Moi, je ne suis pas pour bloquer le porno sur Internet, entendons-nous bien, parce que en général, dans un pays, quand le porno est radicalement interdit, c'est jamais bon signe en termes de démocratie. Enfin, quand on regarde un peu dans le monde, les pays où le porno est interdit, c'est jamais très bon. Moi, ça ne m'empêcherait pas de dormir, hein, mais bon, je pense que ce ne serait pas très bon en termes, sur ce que ça dirait sur la liberté de notre pays. Mais c'est quand même assez simple de bloquer un certain nombre de sites à partir du moment où ils ne respectent pas la loi sur la protection des mineurs. Moi, je ne dis pas qu'il faut bloquer Internet, qu'il faut bloquer le porno sur Internet, je dis juste qu'il faut faire respecter la loi en termes de protection des mineurs. Là, ces sites-là, il n'y a même pas de disclaimer, on ne leur demande même plus de rentrer leur date de naissance, même si avant on peut dire « Ah oui, mais on rentrait la date de naissance, c'était pipeau ». N'empêche que ça leur faisait atteindre un plafond, puisque un des fondateurs d'un de ces tubes me l'a confié pendant que j'étais en train de faire ce film, m'a dit « Au début, on avait un disclaimer, sauf que ça nous a fait atteindre un plafond en termes de trafic, qu'on a vu d'autres concurrents développer leurs tubes de leur côté, ils étaient en train de nous dépasser, on a été obligé de faire sauter le plafond. » Donc ça veut dire que concrètement, ils ont conscience qu'ils doivent compter sur la fréquentation des mineurs sur ce site. En fait, ils ont conscience quand même qu'ils en ont besoin. Puisque eux, ce qu'ils vendent, c'est pas de la vidéo, c'est pas comme les producteurs à l'ancienne qui vendent leurs vidéos. Eux, ce dont ils ont besoin, c'est générer un maximum de trafic tout à fait, pour revendre de l'espace publicitaire. C'est quoi l'avenir du porno aujourd'hui? Si on est engagé dans cette voie-là, vous l'envisagez comment? Vous le voyez comment? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même très compliqué aujourd'hui, et de protéger les personnes qui sont en bout de chaîne, comme vous le disiez, sur les comédiens, et les mineurs qui sont décidément... mal protégés également. Moi, je suis quelqu'un de très, très pessimiste, hein, mais moi, ce que je vois venir, c'est que c'est tellement la foire. Il n'y a tellement pas de réglementation. Au bout d'un moment, il y a des personnes au pouvoir qui vont se rendre compte que ça ne peut plus durer, qu'on ne peut pas laisser les gamins regarder du porno comme ça à gogo, que 200 milliards de vidéos cliquées comme ça devient absolument n'importe quoi, qu'en plus les montages financiers, ils craignent un petit peu, que je pense qu'un jour, il ne va pas y avoir de distinguo. Quelqu'un va arriver et va dire « Ok,
on coupe tout. Et ça va être un peu comme Cameron au Royaume-Uni, ça va être un peu comme d'autres pays qui sont en train de mettre en place une censure et une fermeture de tous les sites internet. Voilà quoi. Vous pensez que ça pense passera par là? Dans 10 ans, le porno, il ressemblera à quoi? Même avant d'ailleurs, parce qu'il a fallu 10 ans pour en arriver jusqu'ici, mais ça va peut-être aller encore plus vite. Sur les abus, sur les dérives sur le terrain, on va aller jusqu'où comme ça? Je sais pas, en tout cas là on a atteint le stade du viol, on a atteint le stade de la violence, je sais pas jusqu'où ça va aller. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'interdire, parce que si on interdit, ça va créer de la marginalité, ça va être encore plus dangereux, on va tourner des films en cachette, et puis alors là c'est la porte ouverte au snuff, donc je pense pas que ce soit une bonne idée, ou aux mineurs quoi. Donc je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Au niveau du porno, de ce que je vois de loin, ils sont beaucoup en train de développer tout ce qui est réalité virtuelle. Ça aussi, c'est intéressant sur ce que ça dit de notre société. Maintenant, ça se développe de plus en plus. J'ai vu l'autre jour un reportage sur une actrice qui passait la journée juste à se faire prendre en photo dans toutes les positions. Et puis après, elle avait son avatar et puis on pouvait jouer avec et avoir des rapports sexuels avec, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de ce niveau-là, au niveau de la réalité virtuelle qui va jouer dans les années à venir. Je pense. Et puis la consommation, le contact direct avec le consommateur. Avec la musique, c'est un peu ce qui s'est passé. Le marché de la musique s'est écroulé à cause du piratage, mais il y a eu encore un certain nombre de revenus qui ont pu se développer avec le contact direct avec le consommateur, avec le merchandising, avec les concerts et ce genre de choses. Mais sauf c'est quoi le contact direct avec le consommateur dès qu'il est question de sexe ou de pornographie? C'est soit les live cam, soit l'escorting. Tout à fait. C'est ça le contact direct. Ou alors vendre soi-même ses propres vidéos sur des plateformes type Uber du sexe qui vont prélever genre 70% des gains. Et puis voilà, c'est ça l'avenir du porn, je pense. Mais les abus seront toujours présents, comme vous le montrez dans votre documentaire, sur les live cams en particulier. Les abus sont aussi présents. On a beau être une femme seule derrière son écran à diffuser de la pornographie. Il y a aussi des abus de ce côté-là. Et Livecam, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire, c'est moins obscur, c'est moins opaque. Ce sont des compagnies en général qui sont un peu plus clean. Mais c'est intéressant sur ce que ça nous dit de notre rapport au travail, puisque justement, ce sont des filles qui sont en contact direct avec le client sans être en contact du tout. Mais elles sont faussement à leur compte. Mais elles sont faussement à leur compte, c'est-à-dire en moyenne, c'est 60-70% des gains qui sont prélevés.